Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin, les débats des sénateurs autour du droit des étrangers, un texte que le Sénat a considérablement durci. Il suffit de voir l'intitulé. C'était au départ un texte portant sur le droit des étrangers, sur leur intégration, sur leur accueil. C'est devenu, sous la plume de la Commission des lois, un texte portant sur la maîtrise de l'immigration. Pour preuve, un amendement qui a été adopté hier à l'initiative du sénateur Les Républicains, Roger Carucci, et une disposition qui prévoit que le Parlement va organiser tous les 13 ans un débat portant sur l'accueil des étrangers en France, un débat qui leur permettra également de fixer des plafonds, un nombre d'étrangers maximal à accueillir. Cette disposition vise essentiellement l'immigration économique, mais aussi les étudiants. Je vous rappelle que le droit d'asile et le regroupement familial, pour des raisons constitutionnelles, ne sont pas dans ces dispositions. Tout de suite, donc, retour au débat des sénateurs. C'était hier après-midi dans l'hémicycle. Nous sommes parvenus à la discussion du texte de la Commission et nous avons, à l'article 1er, une demande de parole de M. Alain Marc pour Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en attendant Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, la France devrait avoir le droit de choisir qui elle souhaite accueillir sur son territoire. C'est au Parlement qu'il revient, d'abord, de conduire un débat approfondi à partir d'un rapport du gouvernement intégrant toutes les dimensions de la politique nationale d'immigration et d'intégration. Les indicateurs chiffrés rendant compte des flux d'entrée, de séjour et d'éloignement, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles, les capacités d'accueil de notre pays, les actions conduites par les collectivités territoriales, l'articulation avec la politique européenne d'immigration et d'intégration. Je suis cosignataire d'un amendement qui propose que le Parlement, en définissant chaque année les orientations pluriannuelles de la politique nationale d'immigration, détermine le nombre des étrangers admis à s'installer en France de façon durable pour chacune des catégories de séjour, exception faite de l'asile. Collègues, nous sommes saisis d'un amendement 107 rectifié bis, présenté par Madame Gillot. Vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, cet amendement vise à supprimer l'article 1er A qui a été ajouté par la Commission sur proposition du rapporteur. Cet amendement introduit la possibilité d'organiser un débat annuel au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration. Alors, sur la forme, je ne suis pas membre de la Commission des lois, mais il me semble que cet amendement n'est pas de nature législative. L'emploi du verbe « pouvoir » pose la question sur l'intention de la Commission, et j'ai lu dans les débats qu'il était essentiel d'afficher, mais tout de même, il est évident que le gouvernement peut obtenir un débat au Parlement s'il le souhaite, tout comme les assemblées peuvent l'organiser, notamment au moment de la présentation du rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique de l'immigration du gouvernement. C'est l'article L. 110-11 du CESEDA qui l'indique. Donc, ça me paraît superfétatoire de l'introduire, d'autant que le verbe « pouvoir » n'a pas un caractère législatif. Sur le fond, et les débats d'hier soir, les interventions d'hier soir nous ont bien instruites quand même sur la teneur que les débats peuvent prendre sur ces questions, qui deviennent rapidement passionnés, manichéens, voire caricaturales. Donc, c'est l'intention réelle de cet amendement qui pose question. Est-ce qu'il est nécessaire de prévoir chaque année de réinstaurer un débat qui divise nos concitoyens en agitant les instincts primaires ? Monsieur
le rapporteur vous expliquait en commission à propos de cet amendement que c'était essentiel d'afficher. Alors d'afficher quoi? Quand il s'agit de débattre et de voter une loi qui prévoit justement de sécuriser, de simplifier la présence et le séjour des étrangers sur notre territoire, il ne me semble pas judicieux d'introduire une insécurité et un rendez-vous d'un débat conflictuel de cette nature. Eh bien, dans un contexte de défiance et de stigmatisation, je crois que l'essentiel est plutôt d'apaiser et d'agir avec bienveillance. C'est pourquoi je propose de supprimer cet article. Merci, ma chère collègue. Quel est l'avis du rapporteur? Monsieur le Président, Madame le Ministre, l'avis est défavorable sur cet amendement de suppression de l'article de l'article qui a instauré par la Commission des lois le débat annuel sur les politiques d'immigration. Deux observations. D'abord, nous ne souhaitons pas, ni les uns ni les autres, avoir quelques comportements primaires qu'ils soient. Nous avons simplement pu constater hier, à l'occasion des débats, qu'il peut y avoir des points de divergence, mais il peut aussi y avoir des points de convergence, et que la nature et la qualité de ce débat a pu ou peut permettre de retrouver peut-être un peu de sérénité dans certains cas, en tous les cas d'avoir une forme de transparence qui soit telle que la représentation nationale puisse parfaitement donner son point de vue en la matière. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé, et j'ai pensé qu'il était utile que le Parlement puisse avoir ce type de débat. Deuxième chose, sur la rédaction et sur le terme de peut, le Parlement peut, oui, effectivement, il est pour le coup législatif, il est même respectueux de la Constitution, car le respect des textes fait que le gouvernement est le seul maître en la matière et a la possibilité de décider. Et c'est la raison pour laquelle la rédaction a été celle-ci. Voilà, un avis défavorable, je le redis. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le rapport, comme ça a été dit, le rapport du gouvernement au Parlement sur les orientations de la politique de l'immigration et de l'intégration est déjà prévu par la loi. Le gouvernement se tient bien naturellement à la disposition du Parlement et du Sénat en particulier sur tout débat et toute présentation et échange sur ces questions, comme on le fait à chaque débat parlementaire, à chaque initiative que vous pouvez prendre, comme on l'a fait en 2013 sur l'immigration professionnelle et la mobilité étudiante. Je crois que ça a été le cas à ce moment-là. L'article 1A qui a été adopté par la Commission des lois et qui prévoit la faculté d'organiser ce débat n'a pas de portée normative et pour cette raison, le gouvernement est favorable à l'amendement qui vient d'être présenté. Merci, madame la ministre. La parole est à madame Sylvie Robert pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. C'est vrai que je souhaitais intervenir sur cet amendement parce qu'il est assez symptomatique finalement des débats que nous avons déjà eus hier soir. Et ces débats, malheureusement, quand ils sont relatifs à l'immigration et à l'intégration, sont rarement sereins. On l'a vu, ils peuvent être électrisés à outrance par des propos parfois polémiques, mais qui parfois d'un autre temps d'ailleurs, et qui empêchent surtout d'analyser les problèmes de fond, notamment les causes des migrations internationales, les conditions d'accueil et de traitement des dossiers des étrangers, et bien sûr la lutte contre l'immigration irrégulière. Et finalement, le contexte qui entoure l'examen de ce projet de loi, on le voit bien, et ça a commencé avec l'ajout de cet article, eh bien n'échappe pas à cette réalité. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve également le changement en commission par la majorité sénatoriale du titre même du projet de loi. Et donc, forcément, je soutiendrai l'amendement visant à la suppression de l'article 1er A, parce qu'on a l'impression que finalement, tout n'est que défiance, tout n'est que méfiance et suspicion lorsqu'on parle de l'étranger. Le gouvernement, lui, à la faveur de ce projet de loi, n'est tombé ni dans le simplisme, justement, et ni dans l'angélisme. Et il s'est attaché à maintenir une séparation étanche entre les demandeurs d'asile et les étrangers. Et c'est vrai que vous avez eu l'occasion de débattre d'un projet, celui ayant trait à l'asile, et nous discutons aujourd'hui celui donc relatif aux droits des étrangers. Je voudrais dire, parce que c'est important au début de cette discussion sur ce texte, que finalement, vraiment, celui qui est à l'étude n'a plus grand rapport avec le texte initial, et nous le regrettons, parce que l'esprit d'équilibre qui le caractérisait entre simplification des procédures administratives,
perspectives, renforcement de l'attractivité de la France, respect de la dignité des étrangers et lutte contre l'immigration irrégulière a été balayé. Et il ne demeure finalement qu'un catalogue de mesures fondamentalement hostiles à l'étranger, à l'image de l'instauration d'un forfait afin de bénéficier de l'aide médicale d'État ou du durcissement des conditions d'éligibilité au regroupement familial. Alors, pour terminer, je voudrais dire qu'en ces temps, mes chers collègues, où les vagues d'immigration sont aussi meurtrières, aussi tristes par ce qu'elles signifient et ce qu'elles valent la peine, j'aimerais tout simplement citer, et c'est bien parfois que l'on cite des auteurs dans cette enceinte, l'Eldorado de Laurent Godet, que vous connaissez sûrement, et qui dit « Il n'était plus personne, rien d'autre qu'un homme de plus, un autre homme de plus sur la route de l'Eldorado ». Combien de pauvres hommes de plus, mes chers collègues, ces étrangers inconnus ont participé à la richesse de notre pays. Je soutiens l'amendement de suppression. Merci, ma chère collègue. La parole est à Pierre-Yves Collombat. Mes chers collègues, tout le monde sait bien que ça n'est pas avec quelques lois que ce soit que nous arriverons à maîtriser le mouvement qui nous emporte. On doit en être, je ne sais plus, à la 75e, 77e révision des lois sur l'immigration. Donc, il me semble que la prudence et la modestie nous inciteraient à ne pas prendre ce sujet comme, tremplin pour autre chose qu'apporter une pierre donc, à notre réflexion. Mais je ne crois pas, très franchement, je ne crois pas que ce soit l'institution annuelle d'un débat supplémentaire sur cette question qui changera à quelque chose à l'affaire. Au contraire. Je crois que c'est dans un rapport de 2006, le Conseil d'État disait que désormais, tout sujet du 20 heures est une loi potentielle. On le vérifie. Alors de grâce, n'en rajoutons pas. Merci, mon cher collègue. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Monsieur le Président Bas, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais dire que je suis très surpris des échanges que nous avons sur ce débat annuel. Parce qu'il me paraît précisément que le fait qu'il s'agisse d'un sujet qui est un sujet de société qui suscite les passions n'est pas un argument pour s'opposer au débat annuel, mais un argument au contraire pour le recommander. Et ici, il appartient bien sûr à chacun d'entre nous d'avancer des constatations, des propositions, des analyses raisonnables pour faire face aux défis qui nous sont lancés par le phénomène de l'immigration clandestine ou bien du maintien sur le territoire national des déboutés du droit d'asile. Oser affirmer que cette question ne justifierait pas un débat annuel du Parlement est quelque chose, de mon point de vue, de tout à fait stupéfiant. Alors ici, au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, on discuterait de tout, sauf des questions qui sont essentielles pour nos concitoyens. Je crois que nous avons su, dans le passé, par exemple, quand il s'agissait de sécurité sociale, réviser la Constitution pour dire que, de la même manière que pour le budget de l'État, nous devions chaque année avoir un débat sur une loi de financement de la sécurité sociale pour pouvoir maîtriser à la fois l'évolution des droits sociaux et les conditions de l'équilibre financier de notre protection sociale, car quand ces conditions ne sont pas réunies, évidemment, les acquis sociaux sont en péril. Mais de la même façon, quand il s'agit de l'immigration, plutôt que de rester front contre front face à ces délicates questions, il est hautement préférable que la démocratie parlementaire s'empare du débat. Fuir le débat, refuser qu'il ait lieu, refuser sa périodicité, c'est tout simplement nier l'apport de la discussion parlementaire pour apporter justement cette sérénité que vous réclamez. Et je crois que rien ne nous empêche d'avoir ici un débat qui puisse permettre à la société française d'avancer dans la prise en compte de ces questions délicates. Et c'est la raison pour laquelle,
au-delà des prétextes juridiques qui sont invoqués, il me paraît tout à fait vital pour notre démocratie d'accepter le débat parlementaire annuel sur la politique de l'immigration. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Bonhomme. Oui, je dois dire que je souscris pleinement à ce que vient de dire Philippe Bas. Et je dois dire que je suis complètement imperméable aux arguments que j'ai entendus de notre collègue Gillot, parce que je ne vois pas effectivement pourquoi on introduirait de fait des débats qui seraient légitimes dans cette Assemblée et des débats qui ne le seraient pas. On me dit que c'est un débat qui amène beaucoup de discussions, de passion, mais précisément c'est l'honneur du débat parlementaire que ce débat s'inscrit dans un cadre raisonné, courtois, à l'abri effectivement des risques d'affichage ou de posture. Et pour reprendre le propos de notre collègue Colomba, je vais lui citer un auteur qu'il sans doute apprécie en personne de Clémenceau, qui disait qu'on ne discutait honorablement et dignement que des sujets dont on peut discuter librement. Et je crois que ce type de sujet a toute sa place dans cette Assemblée. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame la Présidente Éliane Assassi. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai bien entendu les arguments énoncés par tous nos collègues. Moi, je dois vous dire que ce qui me gêne dans cet article premier, c'est que ce n'est pas que nous puissions débattre de la politique d'immigration, c'est que nous serions amenés à rediscuter des orientations donc, pluriannuelles de la politique d'immigration. L'immigration, c'est un vrai sujet. Et je pense que dans notre pays, les forces démocrates, les forces républicaines ne s'en emparent pas assez, ce qui laisse tout loisir à d'autres forces que j'appellerais anti-républicaines de s'en emparer et d'avoir une utilisation dont on connaît les finalités. Et donc les élus que nous sommes, les responsables politiques que nous sommes, parce que nous sommes des responsables politiques, doivent s'emparer de ce débat, mais pas simplement à l'aune d'un projet de loi ou d'une proposition de loi. Moi, je rappelle à chacune et à chacun ici que nous avons tout loisir de déposer auprès de la conférence des présidents l'organisation d'un débat sur tel ou tel sujet, dont celui sur l'immigration. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous ne voterons pas cet article premier et nous soutiendrons l'amendement déposé par nos collègues. Merci. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement. Madame Gillot, vous êtes déjà intervenue ? Ah oui, je vous en prie, explication de vote. Président, c'est pour une explication de vote. Moi, je ne veux pas revenir, je ne veux pas du tout faire de polémique. J'ai bien entendu les arguments qui sont développés. Je constate simplement que la transparence sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'immigration, elle est garantie par un texte, par un article dans le code le CESEDA, là, qui me permet justement d'avoir cette transparence et qui permet au Parlement de se saisir pour un débat qu'il organiserait ou qui permet tout à fait au gouvernement de saisir les parlements pour éventuellement une réorientation, une reprécision. Hier soir, on a bien entendu le ministre interroger sur les mesures qui avaient été prises ou non en 2011, au moment où il y a eu une crise migratoire liée au problème de la Tunisie. Bon, pourquoi ça n'a pas été fait à ce moment-là alors que la loi le prévoyait ? Moi, je pense que là, la transparence, elle existe. Il n'est pas nécessaire de réintroduire ça dans la loi. Quant à l'argument évoqué par M. Basse sur la comparaison avec le débat d'orientation du PLFSS, excusez-moi, il ne s'agit pas tout à fait des mêmes nombres d'usagers, ni la même nature de budget qui est en cause. Et ça, je pense que cette comparaison ne se justifie pas, monsieur le rapporteur. Donc moi, je vote pour mon amendement. Nous l'aurons compris. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 107 rectifié bis, qui fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission, d'un avis favorable du gouvernement, qui est pour cet amendement. Qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous sommes saisis de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement 1 rectifié terre qui est présenté par M. Carucci. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'entends bien, hier soir, c'était un débat passionné. Sincèrement, si hier soir c'était un débat passionné, que penser des débats dans la presse? Que penser des débats dans les meetings? Franchement, je pense que je sais bien que le Sénat ou l'Assemblée nationale sont des bulles protégées, mais il y a la réalité du pays. Si vous ne voulez pas, ici, d'un vrai débat et de vrais engagements, ils se feront ailleurs. Et ailleurs, ils se feront dans des conditions beaucoup plus difficiles, parce que ce ne sera pas sur la base d'un débat équilibré avec des argumentations forcément posées. Ça pourra être beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile, dans l'émotion, dans la réaction, beaucoup plus que dans la réalité des choses. Alors, la vérité, c'est que la France est en droit de dire, en dehors du droit d'asile, qui est un droit différent et qui est un droit par rapport à des gens persécutés, par rapport à des gens qui sont dans des situations ou de guerre, ou de conflit, ou de persécution personnelle ou catégorielle, qui doivent être protégés. Et là-dessus, sur le droit d'asile, il n'est pas question d'élaborer un quelconque plafond ou un quelconque débat ayant trait réellement à leur situation. Mais pour le reste, globalement, ce qu'on appelle l'immigration régulière hors droit d'asile, pour le reste, en quoi est-ce qu'un débat parlementaire disant voilà les conditions économiques, politiques, géopolitiques, démographiques, voilà nos capacités d'accueil, voilà nos capacités d'intégration, voilà ce que nous pouvons faire hors droit d'asile. À partir de là, définissons ensemble, sur 3 ans, sur 2 ans, des perspectives. En accord avec le gouvernement, ce n'est pas forcément la guerre. Il vaut mieux que ce soit fait ici, plutôt que d'avoir des débats dans la rue ou dans la presse, où chacun avance des arguments plus ou moins réels, souvent empiriques, conduisant à des positions extrêmes. La réalité, c'est que moi, je fais confiance à la sagesse du Sénat et de l'Assemblée pour définir ce qui est le mieux. Et il vaut mieux, peut-être, que ce soit fait ici, plutôt, comme je viens de le dire, dans des débats extérieurs. Donc cet amendement a pour but, dans le cadre des débats qui sont prévus, de définir, sur les années à venir, les politiques du gouvernement en matière d'immigration. Merci, mon cher collègue. L'amendement 149 rectifié, présenté par M. Mercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut essayer d'aborder la question de l'immigration de la façon la plus sereine possible, en essayant de ne pas tout mélanger et de faire en sorte que notre pays puisse accueillir aussi ceux dont il a besoin, et puis ceux qui ont envie de venir en France et qui ont un légitime motif pour venir en France, parce qu'ils sont réfugiés ou parce qu'ils y ont de la famille. Et il est vrai que le Parlement est sûrement le lieu où on peut déterminer cette politique. C'est notre rôle. C'est... Pardon ? Mais, madame, la loi permet déjà plein de choses. Et vous en voulez une nouvelle. Et sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Et on sait parfaitement qu'on n'a pas besoin de la loi que l'on discute, puisque Monsieur le ministre de l'Intérieur nous a présenté hier les excellents résultats qu'il a obtenus avec le droit actuel. Donc il n'a pas besoin d'une loi nouvelle. S'il a décidé de demander au Parlement une loi nouvelle, c'est qu'il doit avoir des motifs pour avoir cette loi nouvelle, et ça ne peut pas être ce qu'il y a dans le texte. Donc nous, on essaye aussi, madame, de faire en sorte qu'il y ait des raisons pour qu'il y ait une loi nouvelle. Que le Parlement soit amené à délibérer, ça me semble naturel. On essaye de dire des choses toutes simples. En tous les cas, c'est le sens de mon amendement, et qu'il y a des gens qui ont un droit individuel à être accueillis dans notre pays. Ce sont ceux qui demandent l'asile, ce sont ceux qui ont des motifs familiaux, et on a le droit de se marier avec quelqu'un d'étranger et de vivre ensemble en France lorsqu'on s'est marié. Et puis, il peut y avoir des regroupements familiaux au sens plus strict du terme. S'agissant de l'immigration économique, il est tout à fait normal qu'il y ait un débat au Parlement et qu'on regarde quel est l'état de l'économie du pays.
quels sont ceux dont on a le plus besoin, que l'on pourra accueillir, qui auront un travail. Ce n'est pas forcément nécessaire d'accueillir ceux pour lesquels on sera incapable de leur fournir une meilleure vie que celle qu'ils ont chez eux, et qu'on le dise et qu'on en parle, plutôt que de laisser les passions s'exacerber d'une façon ou d'une autre. Donc l'amendement que j'ai déposé avec le président de Zocchetto au nom du groupe centriste a simplement pour objet de dire, une fois réservés les droits individuels et ceux liés au droit d'asile, s'agissant de l'immigration économique, on peut fixer des niveaux en fonction de l'état de l'économie du pays. Ces niveaux, c'est ni un quota, ni un objectif. C'est un niveau qui permet de planifier les choses, de préparer l'accueil de ceux qui viendront chez nous. Et je crois que c'est mieux de préparer les choses plutôt que de les subir et d'avoir, comme certaines années, 3 lois sur l'immigration. Et je crois que ça ne sert à rien et qu'on essaye simplement, oui, quand on a 3 lois, ça sert à rien. Merci, mon cher collègue. Et là, on est très exactement à 22 lois en 35 ans. C'est donc dire qu'on a plus produit de textes qui n'ont pas produit de vraies situations. Je dis que je vais m'arrêter tout de suite, Monsieur le Président, en demandant au Sénat de voter cet amendement. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur ces 2 amendements? Monsieur le Président, nous avons effectivement 2 amendements qui poursuivent le même but, qui consiste donc à ce que le Parlement, au-delà de ce qui a été prévu dans l'article 1, à savoir du débat, puisse fixer un niveau, ça a été le terme expliqué d'ailleurs dans l'amendement de notre collègue Mercier, ou un plafond, en tous les cas ce qu'on appelle communément des quotas, afin que la politique d'immigration puisse être déterminée par le Parlement et débattue de façon très transparente et apaisée, nous l'espérons, au Parlement. Il y a dans ces 2 amendements un objectif tout à fait intéressant en ce qui concerne l'organisation de nos discussions sur ce sujet-là. Et la Commission des lois avait simplement attiré l'attention sur un point qui concerne en particulier le regroupement familial, pour lequel il peut y avoir une difficulté dans la manière dont les amendements ont été rédigés. Mais il y a un amendement rectifié de notre collègue Mercier qui vient de nous être communiqué et qui, dans son projet, prévoit d'exclure, bien sûr, la demande d'asile, ce qui est parfaitement légitime, mais notre collègue Carucci l'a également dit, mais également la problématique du regroupement familial. C'est pour ces raisons que nous avions, en commission des lois, sollicité le retrait de ces 2 amendements, pour cet aspect-là, tout en reconnaissant que sur le fond, il y a un véritable intérêt à ce que nous puissions débattre ici. En conséquence de quoi, sous réserve de ce point-là, sauf à ce qu'il y ait une amélioration de cette rédaction, peut-être que je crois il y a une proposition de sous-amendement de la part du président de la Commission, qui nous permettrait à ce moment-là de revoir la position de la Commission qui était d'un retrait, mais certes elle ne s'est pas réunie de nouveau, mais qui me permettrait de donner un avis personnel que je considérais à ce moment-là, dans cette hypothèse-là, favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre, si vous voulez bien, aux 2 amendements en même temps, même si j'ai bien perçu la différence de rédaction que le sénateur Mercier a apportée dans sa présentation et qu'il a bien... Oui, mais il y a bien 2 amendements différents et vous avez précisé dans votre intervention en quoi c'était différent et j'ai bien perçu ça. Mais je vais faire, non, pour autant, je vais faire une réponse globale, mais je souhaitais le souligner. Sur le premier point, c'est-à-dire la question que nous avons déjà traitée avec l'amendement précédent, je ne peux que rappeler que le gouvernement est à la disposition du Parlement pour débattre, pour échanger, faire le point, expliquer, donner des informations que souhaitent les parlementaires sur la politique d'immigration. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'y revenir. Pour autant, les 2 amendements vont plus loin que les dispositions institutionnelles dans la mesure où vous présentez l'un et l'autre, avec des rédactions différentes, un système de quotas déterminé par le Parlement. Vous parlez de niveau, Monsieur Mercier, j'ai bien lu, vous parlez de niveau. Il revient n'empêche que vous fixez une limite, enfin c'est comme ça qu'on l'entend, déterminée par le Parlement pour chacune des catégories
de séjour à l'exception de l'asile, sachant que vous intégrez les éléments liés à la famille dans le regroupement familial, dans votre façon d'apprécier les choses, et le niveau s'adapte effectivement à un champ plus étroit que celui de M. Karoutchi, ça je l'ai bien compris. Donc, vous reveniez quand même, à travers cette idée de niveau ou de quota, à cette idée qui a déjà été abordée plusieurs fois et de nombreuses fois dans le débat politique, de quotas. Et c'est pour ça que je souhaite y répondre de façon précise et au fond, parce qu'on y est revenu plusieurs fois. Tout d'abord, en 2008, le ministre en charge de l'immigration à l'époque, M. Brice Hortefeux, avait installé une commission sur le cadre institutionnel de la nouvelle politique d'immigration, présidée par Pierre Mazeaud, pour mener une réflexion justement sur la définition de quotas d'immigration. Il y avait eu un débat assez approfondi à l'époque, dont tout le monde se souvient. Je vous rappelle quand même que les conclusions de la commission de juillet 2008, je cite, « Les quotas seraient irréalisables ou sans intérêt, je cite, et une politique de quotas migratoires globale ou par grand type d'immigration n'est pratiquée nulle part en Europe. » Le précédent gouvernement, je le note, n'a pas jugé utile de mettre en place cette politique et n'y a pas donné suite. Les raisons qui ont conduit à ne pas donner suite à cette idée, à ces propositions, demeure aujourd'hui. L'immigration familiale est garantie par des principes, et je pense que c'est pour ça que M. Mercier a opéré cette distinction. L'immigration familiale est garantie par des principes fixés par la Constitution, dans des conventions internationales ou dans les directives européennes. Dans ces domaines, une politique de quotas aboutirait à méconnaître les principes de notre droit. Je crois que vous l'avez dit, c'est ce que vous vouliez indiquer. Et que cela signifierait-il d'ailleurs en ce qui concerne le regroupement familial que M. Mercier a souligné. Deuxième élément, en matière de mobilité étudiante, le gouvernement ne partage pas l'idée qu'il faille accueillir des quotas d'étudiants étrangers chaque année. Ça signifierait se fermer aux mobilités étudiantes. Vous avez tenté de le faire dans le mandat précédent avec la circulaire du 31 mai 2011. C'est condamner aussi, porter atteinte à la francophonie qui est chère à nombre d'entre nous sur tous les bancs, et condamner par la même occasion le rayonnement et l'influence de la France dans le monde, se priver enfin de futurs talents. Enfin, en matière d'immigration professionnelle, la législation encadre déjà l'emploi de nouveaux immigrés par le biais des autorisations de travail. Les États qui mettent en place des quotas d'immigration professionnelle, comme le Canada, où les flux migratoires beaucoup plus élevés que ceux de la France, on n'est absolument pas dans les mêmes proportions, 2 à 3 fois plus élevés que les nôtres, du fait d'une importante immigration professionnelle, justement, que nous ne connaissons pas. Donc, ce n'est pas votre intention de vous consacrer à cette immigration professionnelle. Vous l'avez pas cité, par exemple. Ça n'est pas oui, mais ça n'est pas le problème auquel nous sommes confrontés. Ce n'est pas votre intention, en mettant un niveau ou M. Karoutchi un quota, de traiter cet aspect. Si, vous me répondrez alors. Mais en tout cas, en tout état de cause, nous sommes bien d'accord, Monsieur le Sénateur, sur le fait que l'immigration professionnelle que connaissent certains pays comme le Canada ou autres sont 2 fois ou 3 fois beaucoup plus importantes. Et cette fois peut-être. Bon, ben alors c'est les chiffres de la dernière actualité, je les prends. En tout cas, c'est pas votre intention, ça n'est pas celle du gouvernement. Donc, Monsieur le Président, nous sommes défavorables à ces amendements. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Yves Collombat, pour explication de vote. Les 2 amendements qui viennent d'être déposés, qui précisent l'objet du débat, justifient amplement la position défavorable que j'avais à l'organisation de celui-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas du fond du sujet. On a l'impression de discuter des problèmes que pose l'immigration sud-américaine en France. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les milliers de miséreux qui sont à nos frontières.
Ah, c'est pas pareil. Ah ben évidemment, on découvre un petit truc et on fait des lois. Oui, mais si on fait une loi, si on veut une politique, c'est bien pour répondre aux vrais problèmes. C'est pas pour répondre aux problèmes qui n'en sont pas, ou du moins qu'on a appris à maîtriser. C'est ça le vrai problème. Et c'est d'ailleurs ce que je reprochais, moi, au présent projet de loi, qui ne pose pas la question. Et on en reste là. On continue à mouliner toujours les mêmes choses sans véritablement poser le problème. Parce que ça, c'est une autre paire de manches. Et ce n'est pas avec des lois qu'on va les régler. Et ça pose des problèmes qui sont bien plus amples que ceux-ci. Bon. Donc, faire un débat, oui, pour poser le problème comme ça, je suis d'accord. Mais pour ergoter sur la 100e fois, pour savoir sur quelle catégorie ou pas telle catégorie, le regroupement familial ou pas, enfin, etc., on ne fera rien, on n'avancera pas. Donc, voilà, je crois peut-être que si un jour on se mettait à vraiment prendre le problème à bras-le-corps, on aurait peut-être une petite chance de commencer à le régler. Collègue, la parole est à Monsieur Jean-Yves Lecomte. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Oui, cet amendement, au-delà de celui sur le fait même d'avoir un débat, pose un réel problème. Il dit le Parlement détermine pour les 3 années à venir le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France pour chacune des catégories de séjour, à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. Il a été rappelé hier que 209 000 titres d'admission au séjour ont été donnés, et Monsieur Mercier l'a dit en partie, sur les 209 000, 92 000 ce sont des raisons familiales ou de mariage, 66 000 des étudiants, 13 divers, 19 humanitaires dont l'asile et 19 000 économies. Ça veut dire qu'en finalement, on a très très peu de marge de manœuvre. Et proposer ce genre de choses, c'est laisser penser aux gens qu'on a énormément de marge de manœuvre. Ou alors, Monsieur Karoutchi, il faut le dire, et je suis d'ailleurs assez étonné de voir parmi les signataires de cet amendement de collègues français de l'étranger à qui on pourrait peut-être expliquer que finalement, si leur conjoint étranger ne peuvent pas venir en France, c'est parce que le Parlement a finalement décidé qu'il y aurait un quota et qu'il faudrait qu'ils attendent 3 ans avant finalement de recevoir un titre de séjour. Non, à moins de changer les fondements même de notre République, nous ne pouvons pas remettre en cause le droit à vivre avec son conjoint dans notre pays. Nous ne pouvons pas remettre en cause la possibilité d'avoir une vie familiale dans notre pays. Et c'est un mensonge de vouloir faire croire le contraire, ou bien alors c'est une profonde révolution dans les principes de notre République que vous voulez mettre en œuvre avec cet amendement. Enfin, sur la question de l'immigration économique, alors bien entendu là, on pourrait peut-être un peu plus débattre, mais ce n'est pas, Monsieur Mercier, le Parlement qui décide des besoins de notre économie, des talents et des compétences dont notre économie a besoin, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises. Et puis, à droite de cet hémicycle, depuis 15 ans, on nous explique, quand on parle des 35 heures, que nous avons à gauche tort d'être malthusiens et de penser que le travail se partage. On nous dit le travail amène le travail. Quand il y a des gens qui veulent travailler, finalement, ça apporte de la richesse. Et là, des nouveaux talents, de la nouvelle richesse, et vous voulez quoi, les limiter pour la France? C'est pas sérieux. Alors, si vous voulez, compte tenu de ces éléments, il me semble que cet amendement ne répond, s'il était adopté, changerait profondément la nature, la France et ses principes, remettrait en cause la capacité de vivre en France avec sa famille. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Karoutchi, à qui on demande le retrait de l'amendement. Oui, même en rêve, non. Monsieur le Président, bon, je comprends qu'on essaye de caricaturer les choses et d'essayer de nous trouver des choses absolument hallucinantes pour dire « jamais ». Mais d'abord, je veux dire à M. Colomba que nous, il parle, je l'ai dit moi hier soir dans mon intervention, le vrai sujet aujourd'hui, mais le texte, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, le texte de base, le vrai sujet, c'est évidemment ce qui est en train de se passer. Sauf que, sur ce sujet-là, ça relève du droit d'asile. Et donc, nous disons tous, comme ça relève du droit d'asile, c'est hors-jeu par rapport au texte. Alors on dit très tranquillement, je l'ai dit et je l'ai redit ce matin en commission des finances, on est dans le surréalisme le plus total, je suis d'accord avec vous. On est en train de faire un texte qui finalement ne fait absolument pas face aux conditions difficiles qui sont celles du moment et qui traite
de manière globale de sujets qu'on aurait pu éviter d'avoir à traiter à nouveau. Donc c'est très bien. Enfin, comme je ne suis pas le gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas moi qui présente ce projet de loi. Bon. Donc le fait que nous disions, puisque il faudra d'un côté faire face à la crise, c'est-à-dire, par définition, le gouvernement dit 31 000, j'affirme que naturellement ce sera le double au minimum dans les 2 ans qui viennent, parce que ce n'est pas sérieux de dire qu'il faudra accueillir que 31 000 réfugiés quand il y en a déjà à peu près 1 200 000 arrivés en Europe et qu'il y en aura 2 millions à la fin de l'année prochaine. Alors, chacun dit ce qu'il veut, mais enfin, si on dit que le droit d'asile, justement, n'est pas sous quota, moi j'affirme que 31 000, ça ne tient pas, et qu'il faut là-dessus qu'on avance nous aussi. Donc très bien. Mais en parallèle, là où nous avons la maîtrise hors droit d'asile, je ne vois pas en quoi le Parlement serait irresponsable d'être... J'entends M. Lecomte qui dit que c'est les entreprises pour... Mais pardon, attendez, c'est bien la première fois que j'entends le PS nous dire que c'est le MEDEF qui va décider des entrées sur l'immigration économique. Enfin, où on est là? Où on est? Moi, j'affirme que c'est la représentation nationale qui représente la nation. Et que c'est la représentation nationale qui doit dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour l'ensemble du peuple français. Et si vous dites non, c'est pas ici que ça se fait, ben ça se fait où? À la corbeille de la Bourse? Au siège du MEDEF? J'affirme que non. Et je vous demande de me suivre. Merci, mon cher collègue. La parole est au président Retailleau. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je ferai une explication de vote sur les 2 amendements, celui qui est porté par Roger Karoutchi et qui a un très large assentiment de mon groupe, et aussi celui qui est porté par notre collègue Michel Mercier. Simplement, évidemment, il n'a jamais été question, ni sur les bancs du centre ou sur les bancs ici, les Républicains, de faire entrer le droit d'asile dans des plafonds ou des quotas. C'est juridiquement impossible. Donc voilà, on écarte ce point-là, les choses sont réglées. Deuxième argument, vous nous assénez le fait, Madame la Ministre, que ça ne se fait pas ailleurs en Europe. Ça se fait dans le monde, je suis désolé. Et depuis quand la politique française devrait se faire en fonction de la politique de ce qui se fait ailleurs? Nous sommes la représentation nationale, nous sommes libres de faire la loi, nous la votons en fonction des intérêts nationaux. Deuxième élément. Bon. Troisième élément, je pense que, très franchement, mes chers collègues, le débat sur l'immigration, le ministre d'ailleurs a commencé son intervention hier soir sur ce thème d'un débat avec des chiffres que l'on se renvoie, qui sont sans doute et souvent mal interprétés. Est-ce que vous voulez continuer à faire du débat sur l'immigration une question grave, une question qui aujourd'hui traverse tous nos mouvements, qui est porté par le peuple de France? Est-ce que vous souhaitez que les Français, les Françaises aient le sentiment d'être tenus à l'écart de ce qui constitue pour eux une politique et des choix de la nation qui sont des choix majeurs? Eh bien, avec mon groupe, j'ai la prétention d'affirmer que plus les choses seront débattues, ici, pas dans la rue, pas dans les médias, ici, dans ces hémicycles, eh bien, moins nous y mettrons de passion, plus nous aborderons ces questions avec de la raison. Qu'une communauté nationale puisse dire en fonction de la capacité d'accueil, puisse dire en fonction de l'état de son économie, ses choix au regard du phénomène migratoire, à un moment donné où on voit bien que ces phénomènes migratoires seront de plus en plus prégnants, il n'y a rien de plus légitime. Mes chers collègues, si vous voulez verrouiller le débat, si vous souhaitez que le débat sur l'immigration reste un débat où on se jette au visage des statistiques, un débat qui trop souvent est fondé sur les peurs, où effectivement un certain nombre de slogans soient convoqués, eh bien, moi je pense que si nous apaisons le débat, si nous portons un débat, et si la représentation nationale, parce que c'est la souveraineté populaire, fait ses choix, je pense que nous aurons avancé. C'est la raison pour laquelle j'invite notre groupe, évidemment, à voter l'amendement de Roger Karoutchi et ensuite à voter l'amendement de Michel Mercier. Merci, mon cher collègue. Monsieur Philippe Kaltenbach a la parole. Oui, le président Retailleau nous invite à avoir un débat dépassionné, mais moi je constate quand même que les différents amendements déposés par le groupe Les Républicains ne visent qu'à attisser les peurs
et qu'à faire croire aux Français qu'il y aurait des solutions miracles sur l'immigration. Parce que là, on nous propose quoi? On nous propose des quotas. La ministre a bien rappelé que cette option avait été étudiée par Brice Hortefeux et que le gouvernement que vous souteniez à l'époque avait conclu que ce n'était pas envisageable parce que ça ne correspondait pas aux réalités françaises. Et il faut le dire, il n'y a que 200 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année. On est déjà à un minimum, j'ai envie de dire, quasiment incompressible, puisqu'il y a des titres de séjour pour des raisons humanitaires, personne ne veut leur mettre en cause, et vous avez bien raison, puisqu'il y a les titres de séjour pour les étudiants, 65 000 par an, c'est quand même pas grand-chose pour un grand pays comme la France qui compte 2 millions d'étudiants. Nous envoyons plus d'étudiants à l'étranger que nous en recevons, donc on ne va pas limiter le nombre d'étudiants alors qu'on est déjà qu'à 65 000. Et enfin, le gros morceau, c'est le regroupement familial. Mais le regroupement familial, c'est un droit, c'est un principe constitutionnel, le droit à une vie familiale normale. Et personne ne peut dire « non, désolé, on a ouvert un quota que de 25 000, donc vous êtes marié avec une étrangère, vous souhaitez faire venir votre conjoint en France, mais le quota est atteint, donc vous ne pourrez pas le faire ». Ce n'est pas possible. Juridiquement, ce n'est pas possible. Ou alors il faut changer la Constitution, il faut revoir la Convention européenne des droits de l'homme, il faut revoir nos engagements internationaux. Donc on voit bien qu'avec cette histoire de quotas, vous faites croire que vous avez une solution, mais qui ne correspond à rien. Donc arrêtons les faux débats, ne mettons pas toujours de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, l'immigration, elle est très limitée en France. Il n'y a que 200 000 titres de séjour. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut faire moins. Sinon, on interdit aux Français d'épouser des étrangères, ou on interdit aux personnes en France qui sont ici de manière régulière de faire venir leur famille alors que c'est un droit, ou alors on empêche les étudiants de venir étudier en France. Mais il n'y a pas de solution pour aller en deçà de 200 000, il n'y a pas de marge de manœuvre. Les pays qui mettent en place des quotas, c'est des pays qui font appel massivement à l'immigration. Alors si demain l'économie va mieux et si on fait appel massivement à l'immigration, en effet on pourra se demander quel type d'immigration nous voulons. Mais là aujourd'hui nous sommes à un minimum, donc arrêtons les faux débats, allons au fond du sujet qui est comment mieux accueillir ceux qui sont en situation régulière et comment lutter contre l'immigration clandestine et évitons les effets d'affichage. Nous ne sommes pas là pour des débats politiciens, mais bien pour régler les problèmes qui se posent aujourd'hui dans le pays. Merci mon cher collègue. La parole est à monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, à ce stade de la discussion, on revient un peu à la discussion générale d'hier et on voit les limites du texte apparaître. Et on voit bien la frontière qui existe entre la vision du gouvernement sur ce texte et la vision de la majorité sénatoriale. Il y a une vraie divergence d'appréciation. 250 000 personnes, c'est l'immigration régulière par an, chaque année, en France. 47% de cette immigration est constituée par le regroupement, par ce qu'on appelle le regroupement familial au sens très large. Il y a plusieurs catégories dans le regroupement familial. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça, c'est la politique familiale. Il y a les conjoints de Français, le regroupement familial, les parents de Français, ascendants étrangers et enfants étrangers français, liens personnels et familiaux, étrangers malades. Ça fait 92 257 personnes. À cela se rajoute une partie d'immigration du travail, modeste, économique, exactement, qui fait que 9%. Et puis se rajoute à cela une masse de l'ordre de 20 000 personnes qui sont régularisées pour des raisons particulières et auxquelles on doit aussi rajouter, parce qu'elle devient régulière, les 14 000 qui sont les réfugiés qui ont obtenu le statut. Voilà la composition. Dire qu'on ne peut rien faire et qu'on est sur un scénario au fil de l'eau, c'est simplement accepter que ces rapports de force restent et ne soient pas modifiés. Ça, c'est la position du gouvernement aujourd'hui. La position de la majorité sénatoriale à travers le texte et à travers les amendements que j'avais déposés, c'est d'inverser cette tendance. En tous les cas, c'est ce qu'il faudrait faire le plus possible, et définir donc une politique claire. Est-ce qu'on veut plus d'immigration familiale ou est-ce qu'on veut plus d'immigration économique? Quel est l'intérêt du pays? Notre choix est plutôt d'aller vers plus d'immigration économique. Voilà. Donc l'idée d'avoir un débat au Parlement chaque année, l'idée d'avoir une discussion sur cette composition de l'immigration, c'est un outil qui permet d'avoir une position claire sur les choix politiques de ce que l'on veut dans cette matière, en dehors de toute passion, j'allais dire, pratiquement permanente sur le sujet. Nous n'avons pas à ce stade le même point de vue avec le gouvernement en ce qui concerne l'organisation de l'immigration en France. Voilà. Nous souhaitons, et en tous les cas c'est ce que je propose à travers les articles, c'est que nous ayons d'une part
une priorité à l'immigration économique, que l'on puisse contenir l'immigration dite familiale au sens large et que l'on puisse lutter fermement et très fermement sur l'immigration irrégulière et notamment l'éloignement. Et tous les amendements qui ont été déposés et que l'on aura à discuter à l'occasion de ces débats vont dans ce sens-là et de cette manière-là. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'observe que nous avons ici deux amendements qui, en réalité, sont très proches l'un de l'autre. Qu'il n'y a pas un très grand chemin à accomplir pour qu'ils puissent dire la même chose. J'observe aussi, pardonnez-moi d'être pragmatique, que les conditions nécessaires pour réunir une majorité supposent l'entente des groupes dont viennent les deux auteurs de ces amendements. Je crois que nous sommes en face d'une responsabilité très importante, car ce que nous sommes en train de discuter, ce sont les fondations du système de contrôle de l'immigration de l'avenir. Nous venons, par notre vote, de décider que chaque année, le Parlement devra se prononcer. C'est déjà un pas extrêmement important. Nous savons bien que nous ne pourrons aller jusqu'au bout de cette démarche que par une révision constitutionnelle. Mais la situation est tellement grave dans notre pays que nous ne voulons pas attendre que les conditions soient réunies pour que cette révision constitutionnelle puisse effectivement être adoptée et rentrer en vigueur. Il faut savoir ce que nous voulons. Nous voulons, par ce texte, prendre à ce stade diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration parce que nous avons conscience que c'est une urgence nationale. Alors, mes chers collègues, je crois que la substance de ces deux amendements est extrêmement importante. Dans les deux cas, et comme, je me répète, c'est déjà le cas pour la loi de finances initiale, la loi de financement de la sécurité sociale, nous définissons les informations qui devront chaque année être obligatoirement transmises au Parlement. Et ensuite, nous décidons qu'il ne s'agit pas d'une sorte de colloque parlementaire qui se tiendrait dans les hémicycles des deux assemblées, mais bien d'un vote. Ce vote doit porter sur quelque chose de précis, et puisqu'il s'agit de contrôle de l'immigration, il doit effectivement, et nous le pensons au sein de plusieurs groupes, il doit, ce vote, porter sur le nombre de personnes que la France est prête à accueillir dans les différentes catégories d'immigration qui sont aujourd'hui définies par les textes en vigueur. Il y a, bien sûr, nous en avons parlé, la famille, avec l'immigration familiale et plus spécifiquement le regroupement familial. Il n'y a pas aujourd'hui, dans le contenu du droit de mener une vie familiale normale, un accord universel. La famille n'est pas la même sur tous les continents. L'ouverture au regroupement familial dans notre pays doit se faire en fonction de critères. Il y a les étudiants, il y a l'immigration professionnelle, il y a l'asile, il y a les compétences et les talents. L'obligation d'arrêter un nombre d'entrées régulières par catégorie ne préjuge évidemment pas du nombre qui va être fixé. C'est pourquoi, quand Madame la ministre disait tout à l'heure, il ne faut pas fixer de nombre parce que ça sera trop restrictif pour les étudiants, elle nous apporte une réponse qui n'est pas directement reliée au principe de fixer un nombre, car nous pouvons, pour les étudiants par exemple, fixer un nombre élevé. Ce qui nous importe, c'est que ce soit le Parlement qui décide, en fonction de l'idée qu'il se fait à un moment donné de l'intérêt national. Alors, mes chers collègues, il y a deux difficultés, et aux deux difficultés s'applique le même raisonnement, le droit d'asile et le regroupement familial. Dans les deux cas, la Constitution impose des limites à ce que nous pourrions voter chaque année dans une loi fixant le nombre d'immigrés réguliers dans chaque catégorie. Je l'admets, c'est la Constitution. Mais ça ne nous dispense pas, comme nous le faisons d'ailleurs, comme nous définissons des objectifs
de dépenses d'assurance maladie, où nous savons très bien que les remboursements de soins correspondent à des droits des citoyens et que le chiffre que nous avons voté peut ne pas être totalement respecté si nous avons une épidémie de grippe. Eh bien, de la même façon, nous devons pouvoir fixer des objectifs dans la loi annuelle relative au contrôle de l'immigration qui tiennent compte de tous les droits en matière de regroupement familial, qui les respectent, mais qui évaluent, dans le cadre de nos politiques, avec toutes les conditions mises au regroupement familial, ce qui va être possible dans l'année à venir, qui n'implique nullement de violer les dispositions constitutionnelles ou celles de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de regroupement familial. C'est la raison pour laquelle ce que je propose à ce stade, c'est, si l'auteur de cet amendement en est d'accord, de modifier le dernier paragraphe de son amendement pour ajouter que l'objectif en matière de regroupement familial, puisque c'est le seul point qui nous sépare en réalité de l'amendement présenté par M. Mercier, de mon point de vue, il pourra dire le sien évidemment, mais que l'objectif en matière de regroupement familial est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit, le droit au regroupement familial, ce qui ne nous empêche pas, dans notre politique de l'immigration, comme nous allons d'ailleurs le faire dans ce texte sur le contrôle de l'immigration, de définir les conditions d'un regroupement familial qui serait resserré. Mais on dirait que, naturellement, l'objectif chiffré en matière de regroupement familial est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit, ce qui, dans l'esprit des auteurs de l'amendement, et notamment de M. Carucci, va certainement de soi. Il pourra nous le confirmer. Il n'a pas entendu remettre en cause des droits qui figurent dans la Constitution et dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, je vous propose ce sous-amendement à l'amendement de notre collègue Roger Carucci, et j'espère qu'il pourra réunir dans notre Assemblée un large accord. Merci, Monsieur le Président. Nous allons demander à Monsieur Carucci s'il accepte cela. Je voudrais quand même attirer votre attention sur le temps de parole qui a été revu, sous l'autorité de Monsieur Carucci, conjointe. Non mais vous, j'interpelle. Non, j'interpelle celui qui, avec un collègue socialiste, a souhaité restreindre le temps de parole. Et je vous invite tous, y compris vous, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous, de respecter le temps de parole. Parce qu'autrement, nous allons déraper, non pas dans le débat, mais dans le temps de parole. Et ensuite, nous allons être obligés d'aller très vite. Voilà, je voulais le rappeler très gentiment. Monsieur Carucci, vous êtes sollicité pour savoir si vous acceptez la rectification proposée par le président Bas. Quelle est votre réponse? Eh bien, je vais dire au président Bas, après sa belle démonstration, que je suis d'accord avec le sous-amendement proposé. Il est évident que, dans mon esprit, il ne s'agit pas de remettre en cause un droit constitutionnel. Il s'agit, comme il l'a dit, de faire en sorte qu'il ne s'agit pas sur les conjoints, mais il s'agit de l'extension au-delà des directives européennes, de voir ce que l'on peut faire. Donc, dans le respect du principe constitutionnel du regroupement familial, j'accepte le sous-amendement. Merci. Donc, je vais rappeler quelle est la nature de cet amendement rectifié. Ça serait l'amendement 1 rectifié quater. On compléterait cet amendement, l'amendement dont actuellement 1 rectifié terre de M. Roger Carucci, on compléterait par l'objectif en matière de regroupement familial est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. C'est bien ça, Monsieur le Président? Voilà. Donc, je vais donc mettre aux voix cet amendement 1 rectifié quater ainsi rectifié. Qui est d'accord? Qui est pour? C'est vrai, le gouvernement n'a pas donné son avis, mais c'était un avis défavorable sur le premier amendement. Alors j'aurais dû le rappeler, c'est vrai, il y avait un avis de retrait au départ de la Commission sur les deux amendements. Au départ, avis de la Commission de retrait. Et vous avez dit que peut-être vous pouviez revoir la position de façon personnelle et que vous pourriez l'accepter. C'est vos propres propos, monsieur le rapporteur. Et un avis défavorable du gouvernement. Cela étant, nous sommes sur un amendement rectifié.
l'avis du gouvernement est toujours défavorable, donc je mets aux voix qui est pour, et je vous demande de voter. C'est fait, non ? Vous avez compté le 3. Qui est contre ? Ah, ça change là. Il est adopté. L'amendement est adopté. Donc l'autre tombe. Donc l'amendement de M. Mercier tombe. Nous passons au vote de l'article ainsi rédigé, qui est pour. Il est ainsi rédigé, qui est pour. Même vote. Il y a celui-là en plus. Nous passons maintenant au chapitre 1, l'accueil et l'intégration, et avec, avant l'article 1er, un amendement 5 rectifié-terre présenté par M. Carucci. Cinq rectifié-terre, M. Carucci. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, il s'agit en l'occurrence de décider ou d'envisager quelles sont les conditions qui peuvent être demandées ou posées pour accepter à ce que, naturellement, des étrangers demandant à venir sur le territoire national soient acceptés. En l'occurrence, on demande une connaissance suffisante de la langue française, qui pourrait être d'ailleurs simplement de dire que ça correspondrait au niveau A2 que le gouvernement a souhaité d'ailleurs mettre en place dans le texte par rapport aux autres éléments. Donc connaissance de la langue française pour un niveau au moins A2, adhésion aux valeurs de la République, capacité à exercer une activité professionnelle. En clair, si un certain nombre de gens souhaitent venir sur le territoire national, je dis bien qu'il ne s'agit pas du droit d'asile, et en la matière, M. Kaltenbach, il ne s'agit naturellement pas du regroupement familial, il s'agit en dehors du droit d'asile et du regroupement familial, faire en sorte que les personnes qui demandent à venir, activité économique, etc., sur le territoire national, puissent d'abord avoir une connaissance suffisante, entre guillemets, même si je reconnais que le niveau A2 est loin d'être suffisant, du français, et d'autre part qu'ils puissent prouver qu'ils vont avoir une capacité à exercer une activité professionnelle. Merci, mon cher collègue. Amendement 150 rectifié, identique de M. Mercier. Il est défendu. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Avis favorable pour les deux amendements. L'avis du gouvernement, Madame la ministre. Excusez-moi, Monsieur le ministre, bienvenue parmi nous. Monsieur le Président, merci. Le gouvernement est défavorable à cet amendement. Cet amendement tend à instaurer l'obligation pour le migrant de faire la preuve de sa capacité d'intégration dans la société française avant son arrivée en France. Cette obligation étant appréciée avant la délivrance d'un visa de long séjour et comme condition d'obtention de celui-ci. Le gouvernement, bien entendu, je vous rassure, Monsieur Carucci, est tout à fait sensible à la nécessité d'assurer une préparation beaucoup plus efficace de la migration dès le pays d'origine pour favoriser une installation rapide en France et une véritable capacité d'intégration. Toutefois, si le désaccord ne porte pas sur l'objectif, il porte sur les modalités que vous proposez pour cette appropriation que nous considérons comme peu réaliste et inappropriée. D'abord, vous reprochez au gouvernement de vouloir remplacer le dispositif actuel dit du pré-CAI, qui consiste en une initiation à la langue française et aux valeurs de la République. Ce dispositif a fait l'objet d'une évaluation par les inspections générales de l'administration et des affaires sociales qui ont mis en exergue son caractère inégalitaire. Il n'est pas mis en œuvre dans tous les pays d'origine et inefficace. Le contenu est redondant avec les formations dispensées à l'arrivée en France. Le gouvernement souhaite lui substituer un dispositif plus juste et plus opérationnel. Il consistera, comme le pratique désormais la majorité des pays européens, en la mise à disposition d'informations juridiques, administratives et pratiques utiles à l'étranger pour connaître l'organisation de la vie en France. Ainsi seront présentés l'ensemble du parcours d'intégration
les obligations que le migrant devra accomplir ainsi que les démarches pratiques à effectuer pour accéder le plus rapidement possible à l'autonomie, santé, éducation, enfin tous les items. Ce support d'information sera traduit, il sera diffusé de façon dématérialisée et nous voulons en cela substituer à un dispositif inefficace une information plus large, plus actualisée, indiquant clairement aux candidats à la migration ce que seraient leurs droits et leurs devoirs. Les étrangers s'engageront ainsi dans un parcours d'intégration républicaine beaucoup mieux préparé, caractérisé à l'arrivée en France par des prestations renforcées et par un relèvement du niveau d'exigence linguistique attendu, ce qui, bien entendu, sera de ce point de vue-là beaucoup plus efficace. En second lieu, les conditions auxquelles vous entendez soumettre la délivrance des visas de long séjour sont manifestement inappropriées. Vous entendez par exemple que le demandeur justifie d'une maîtrise de la langue française du niveau B1, correspondant à une communication élaborée, soit le niveau exigé aujourd'hui, Monsieur Karoutchi, pour une naturalisation. Acte qui, vous en conviendrez, suppose une intégration plus profonde dans notre société qu'un visa long séjour. Et il ne nous paraît pas envisageable de s'opposer à la délivrance d'un visa long séjour à un conjoint de Français, par exemple, au motif qu'il n'aurait pas atteint un tel niveau de maîtrise de la langue, sauf à méconnaître son droit à mener une vie familiale normale, étant entendu que, par ailleurs, il pourra tout à fait acquérir ce niveau de langue ultérieurement. Et conditionner à l'obtention d'un visa de long séjour le même niveau de langue que celui qui est requis pour une naturalisation, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas d'une grande lisibilité. L'intégration, elle est indissociable de l'accueil. Elle ne saurait être appréciée de façon abstraite, a priori, sauf à vouloir en faire en réalité une barrière. L'intégration se conçoit dans le cadre d'un parcours, qui est un parcours jalonné d'étapes successives, et c'est précisément ce que prévoit le projet de loi qui vous est soumis. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Colomba pour explication de vote. Oui, je m'interroge. Parmi les valeurs de la République, je suppose que la laïcité en fait partie. Alors peut-être, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aura une formation différente pour ceux qui veulent s'installer en Alsace-Moselle et pour ceux qui veulent s'installer dans le reste du territoire? Non, mais tout ça pour dire que ce qui peut apparaître comme aller de soi, mais c'est dans le texte, hein, c'est pas votre invention, ne va pas forcément de soi. Donc, moi, je veux bien qu'on continue à faire des lois mais ça me paraît pas quand même très très opportun et en tout cas très efficace. Chers collègues, la parole est à Monsieur Karoutchi. Je reconnais que parler des valeurs de la République au Sénat, ça devient sujet de débat. Je reconnais, puisque personne ne met sous ce vocable la même chose. Donc c'est parfait, continuons comme ça, il y aura bientôt plus de République et plus de valeurs. Mais la vérité, oui, je sais bien qu'on est dans une bulle, mais la vérité, Monsieur le Ministre, c'est que moi je n'aurais pas fait cet amendement si depuis des années, à la Commission des finances, comme dans tous les rapports que j'ai faits sur l'OFII, je ne dénonce pas le fait qu'on ne met pas les moyens sur l'intégration dans la République. J'ai déjà dit, on pourrait avoir des désaccords sur le problème de l'immigration, on peut avoir des désaccords sur le nombre d'étrangers qui rentrent en France. Ce que je dis depuis des années, c'est que l'Office français d'immigration n'a pas les moyens de sa mission. J'ai fait un rapport, des rapports, et les rapports, Dieu est grand, ça remplit les tiroirs. Mais pour autant, ça ne sert à rien. Voilà, ça fait des années qu'on dit l'OFII ne parvient pas à former, ne parvient pas à mettre en place des cours de langue de français suffisantes. Il y a, dans le texte de loi, on dit, ah ben voilà, il faudra un A2, on passe de A1 à A2, mais on dit, il n'y a pas d'examen. C'est simplement l'assiduité au cours. Si vous allez au cours, si l'étranger vient en cours et suit les cours de A2, ben ça ira. Peu importe quel est son vrai niveau au terme. Donc, à un moment, il faut arrêter l'irréalisme. Franchement, dire que celui qui veut s'intégrer dans le pays doit un minimum, je ne dis pas parler comme Zola ou Balzac, mais faire en sorte de pouvoir se débrouiller, ne pas être tenu par des réseaux, faire en sorte qu'il puisse lui-même faire ses démarches, parce qu'il aura une suffisante maîtrise du français, en quoi est-ce que c'est
surnaturel. Dire, pardon, Monsieur Colomba, que les gens qui viennent en France, qui veulent s'installer en France, qui doivent être intégrés en France, sachent ce qu'est la République, sachent ce que sont les valeurs de la République. Je ne sais pas s'il faut leur faire la distinction avec Alsace-Moselle, mais moi, ça ne me fait pas rire qu'on puisse dire qu'il y a en France des gens qui sont arrivés et qui disent qu'ils ne veulent pas la République et qui n'aiment pas la France. Voilà. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le ministre. Monsieur Karoutchi, je suis absolument d'accord avec vous sur ce point. Nous ne voulons pas accueillir de personnes qui ne veulent pas des valeurs de la République, qui ne veulent pas de la République et qui n'aiment pas la France. Parce que c'est la meilleure manière de rendre impossible une politique migratoire dans la République digne de ce nom. Donc il n'y a pas d'un côté ceux qui sont prêts à accepter cela et d'autres ceux qui sont résolument déterminés à l'empêcher. Et quand je disais hier qu'il y a une volonté de la part du gouvernement d'avoir sur ces questions un consensus, ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de créer sur ces sujets des clivages qui n'ont pas lieu d'être. Et je n'ai rien à retirer à la fin de votre propos. Mais à partir du moment où l'on veut ça, il faut s'interroger sur la meilleure manière de l'obtenir. Il y a des personnes aujourd'hui qui arrivent en France qui n'ont pas d'apprentissage de la langue française, mais qui, tout à fait désireux de s'intégrer dans notre pays, tout à fait désireux d'adhérer aux valeurs de la République, peuvent faire l'apprentissage de cette langue dès lors qu'on donne à ceux qui sont en charge de porter le contrat d'intégration de créer les conditions d'un apprentissage facile de cette langue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Monsieur Karoutchi, nous avons rehaussé le niveau de langue exigé en allant au-delà du niveau qui avait été exigé par François Fillon, qui avait déjà posé un acte tout à fait positif à travers le contrat d'intégration en 2003. Nous avons souhaité rehausser le niveau de langue, précisément parce que nous avons cette préoccupation. Maintenant, si l'on fait de la condition de la maîtrise de la langue française au niveau qui est préconisé pour la naturalisation, la condition de l'obtention d'un titre de séjour, on est dans une toute autre démarche. L'objectif, ce n'est pas de faire l'apprentissage de la langue française. L'objectif, c'est de rendre impossible la délivrance du titre en faisant de la langue un obstacle. C'est ça la différence de point de vue entre vous et moi sur ce sujet. Moi, je n'ai pas du tout de désaccord avec vous sur le propos que vous avez tenu à la fin de votre intervention. J'ai un désaccord avec vous sur la modalité, parce que je pense que la langue ne doit pas être un obstacle à l'intégration ou à l'arrivée, elle doit être un instrument de l'intégration sur le territoire national. Donc ne créons pas sur ces sujets-là de faux clivages qui n'existent pas. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Kennel. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois qu'en matière d'exigence au niveau de la langue, il faut savoir de quoi on parle. La France est le pays en Europe qui a l'exigence la plus basse. Je l'ai dit hier soir en exposé introductif au nom de la Commission de la Culture, qui a le niveau de langue et d'exigence le plus bas. A1, qui n'est même pas dans le référentiel européen. Aujourd'hui, ce que nous demandons, et je me permets de vous dire quand même ce que c'est que le niveau A1 et le niveau A2. Et parce que, bon, on en parle, A1, ça dit rien, A2, ça dit encore moins. Je vais quand même vous dire, pour l'écriture, l'exigence au bout d'un an, savoir écrire au niveau A1, je peux écrire une courte carte postale simple. Je peux porter des détails personnels dans un questionnaire, c'est-à-dire inscrire mon nom, ma nationalité et mon adresse sur une fiche d'hôtel. Voilà ce qui est le niveau A1 qui est exigé au bout d'un an. Franchement, je pense que la France doit avoir d'autres exigences de niveau que celui-là. Je vous l'ai dit hier soir, Monsieur le ministre, c'est à vous de décider parce que ça relève de la part réglementaire. Mais franchement, pour pouvoir accueillir des étrangers chez nous et faire en sorte qu'ils puissent s'insérer, parce que je fais référence également à un rapport conjoint de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales, qui a été publié en octobre 2013 et qui constate un effort insuffisant de formation linguistique, sachant que la langue demeure l'obstacle principal à l'intégration. Alors soyons un peu plus ambitieux, faisons en sorte que cette intégration puisse être réussie, parce que pour une recherche d'emploi,
pour tout simplement les affaires courantes au quotidien, les personnes doivent pouvoir quand même s'exprimer un minimum et passer de A1 finalement à A2. Et A2, c'est quoi? Je peux écrire des notes, des messages simples et courts. Je peux écrire une lettre personnelle très simple, par exemple dire merci. Franchement, je vous remercie d'être un peu plus exigeant que cela. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur Quesnel, je veux quand même rappeler les faits. Les faits, c'est que le niveau de langue que nous trouvons avant que ce texte de loi ne soit présenté à la délibération de votre Assemblée, c'est le niveau A11. À quoi correspond ce niveau A1, qui n'est pas un niveau décrété par le gouvernement, qui est un niveau décidé dans le contrat d'intégration par un gouvernement qui était à l'époque dirigé par une autre majorité et dont mais on essaie dans tous les domaines de faire mieux que la précédente majorité, je vous le confirme. Pour ce qui concerne le niveau A11, il correspond, je vous donne le niveau A11, il correspond à un niveau... Mais, Monsieur Quesnel, est-ce que ma réponse vous intéresse? Bon. Le niveau A11, il correspond, ce n'est pas nous qui l'avons décrété, c'est le niveau de M. Fillon. C'est le niveau que M. Fillon a mis dans le contrat d'intégration, mais si c'est la vérité, tel qu'il a été mis en place en 2003 par ses soins. Je vais vous donner tous les éléments. Vous pourrez bien entendu les contester. Je ne doute pas une minute que vous allez le faire. Il correspond à un niveau extrêmement rudimentaire qui ne permet quasiment pas à l'étranger de communiquer dans la société française. Il n'est pas référencé dans le cadre européen qui commence au niveau A1. La France est le seul pays de l'Union européenne avec le Luxembourg à demander un niveau aussi faible. C'est le même niveau qui est demandé pour un renouvellement de titre au bout d'1 an que pour la carte de résident au bout de 5 ans, et son atteinte n'est pas sanctionnée. C'est la raison pour laquelle nous avons, constatant que ce niveau n'était pas du tout à la hauteur de l'ambition d'un véritable contrat d'intégration, décidé dans ce texte de rehausser ce qui existait au niveau A2, qui sera exigé et conditionnera la délivrance de la carte de résident. Le niveau A2, je donne le contenu de la nomenclature, rapproche l'étranger de l'autonomie, puisqu'il peut alors comprendre et exprimer des messages plus élaborés relatifs à sa vie quotidienne. À ce niveau, l'étranger peut accomplir sans aucune aide toutes les tâches administratives. C'est le niveau en vigueur chez de nombreux voisins européens, tels que l'Italie et l'Autriche. Et ce renforcement de l'effort de formation linguistique nécessite une mesure nouvelle de 21 millions d'euros sur 5 ans dans le cadre du montée en charge progressive du dispositif. C'est donc un effort important, réaliste, qui permet d'avoir le niveau de langue que je viens d'indiquer, qui ne correspond pas à ce que vous venez de dire. Ce que je viens d'indiquer, c'est ce qu'il y a dans la nomenclature. Il faut donc, sur ces sujets-là, être extrêmement précis, donner des éléments qui sont incontestables, de manière à ce que nous sachions de quoi nous débattons. Merci. La parole est à Monsieur Lecomte. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Ministre d'avoir rappelé le cadre européen de référence des langues qui avait été un peu caricaturé auparavant. Mais je souhaiterais aussi, là encore, apporter un témoignage de Français qui a vécu longtemps à l'étranger. La langue, finalement, on l'apprend dans le pays. Alors, bien évidemment, c'est pour ça que c'est légitime, finalement, d'augmenter le niveau d'exigence avec le temps de séjour et au fur et à mesure des cartes. Je rejoins M. Karoutchi sur l'exigence qu'on souhaite pour les personnes qui résident longtemps en France. Toutefois, la meilleure manière d'apprendre et de comprendre et de partager les valeurs, c'est pas de poser d'a priori. C'est d'abord de savoir que la langue, elle s'apprend le mieux dans le pays et ensuite de faire en sorte qu'effectivement les droits soient respectés. Et c'est par des valeurs vécues et pas par des valeurs théoriques que l'intégration se fait et que les valeurs de la République sont partagées. Merci, mon cher collègue. Donc, je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques qui ont un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ces amendements?
Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous passons à l'article 1er avec un amendement 148 rectifié qui est présenté par Monsieur Zocchetto. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, cet amendement précise que chaque étranger contribue financièrement aux formations qu'il doit suivre, mais à hauteur de ses ressources et selon des modalités définies par décret. Donc il s'agit bien sûr des étrangers ayant conclu un contrat d'intégration républicaine. Collègues, quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? L'avis est favorable, Monsieur. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Défavorable. Je mets aux voix cet amendement 148 rectifié avec un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous passons à l'amendement 108 rectifié bis, présenté par Madame Gillot. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cet amendement vise à réintroduire après l'alinéa 7 un amendement. Cet amendement vise à réintroduire après l'alinéa 7 un alinéa qui a été supprimé par la Commission. Cet alinéa prévoit que l'étranger qui conclut un contrat d'intégration républicaine s'engage également à suivre des formations adaptées prévues à cet article et qui lui sont proposées. Alors, bien que les étrangers aient vocation à s'insérer dans les dispositifs de droit commun, les députés avaient jugé utile de prévoir un accompagnement adapté pour faciliter l'accueil et l'intégration de ces personnes. Même si le parcours d'intégration est formalisé par un contrat, par nature personnalisé, qui correspond aux besoins du demandeur, il y a un vrai sens à préciser qu'il y a engagement réciproque à adopter, adapter un parcours pour une intégration réussie, avec une bienveillance et une adhésion de part et d'autre. Merci, ma chère collègue. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable, puisque cet amendement est contraire à la position de la Commission, qui avait souhaité en réalité simplifier le dispositif du contrat d'accueil d'intégration républicaine en supprimant cette notion de parcours qui paraissait floue en termes juridiques, sachant que le parcours est par définition individuel et qu'il se traduit à travers le contrat. C'est la raison pour laquelle on a voulu rester à la notion de contrat. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Pardon. Monsieur Karouchi, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je ne vais pas suivre la Commission parce que je trouve que je me bats depuis des années pour dire il faut tout faire pour que l'intégration soit réussie, il faut que l'étranger se sente concerné, impliqué. J'ai proposé à multiples reprises des révisions du contrat d'accueil. Moi, je trouve que tout ce qui peut, et je demande à la Commission de réfléchir là-dessus, tout ce qui peut donner le sentiment que celui qui arrive en France prenne des engagements républicains, se sente impliqué. Je sais bien qu'un engagement, ça ne veut pas dire qu'il va le faire absolument et qu'il va respecter le parcours. Mais enfin, tout ce qui peut aller dans le sens de l'intégration à un parcours, du sentiment que l'on s'oblige soi-même à faire ce parcours, c'est du plus. Voilà, donc là-dessus, je ne comprends pas, enfin, je ne sais pas s'il y a un argument juridique pour s'opposer à ça, mais si c'est quelque chose qui est demandé en plus à l'étranger qui veut s'intégrer, franchement, on ne peut pas lui dire, et on ne peut pas voter, nous, de dire il faut qu'il contribue à sa formation en fonction de sa capacité à financer, et de dire qu'il ne prend pas un engagement de suivre cette formation. Donc je voterai cet amendement. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Lyonnais pour explication de vote. Monsieur le Président, merci. Je salue ce que vient de dire Monsieur Karouchi, parce que c'était très contradictoire
enfin l'avis de la Commission en tout cas, pour faire payer une formation par les personnes sur notre territoire et ensuite proposer une formation qui nous semblait indispensable dans le processus d'insertion et d'intégration, comme il se dit ici. Donc moi j'ai le sentiment, je voterai bien sûr sur l'amendement qui est présenté par Madame Gillot, mais j'ai le sentiment que l'un annule l'autre, parce que je vois mal comment un étranger qui arrive sur le territoire va suivre une formation, sachant déjà qu'il n'a pas le pécule nécessaire pour payer quoi que ce soit et que donc il est dans la plus grande détresse. Donc j'ai le sentiment que dans les deux amendements, il y en a un qui annule l'autre. Chers collègues, la parole est à Monsieur Van Dierenboom. Moi, je voudrais montrer qu'il y a une contradiction entre les deux et citer un exemple. Le moment où, effectivement, les formations sont les plus productives, c'est quand elles sont capables de s'adapter. Vous vous souvenez le programme européen PAC, qui permettait précisément de prendre en compte l'arrivée sur le territoire des femmes avec enfants. C'est précisément parce que non seulement il y avait la prise en charge de la formation, avec une obligation de formation, mais en plus la prise en charge à des horaires adaptés, des conditions de garde de l'enfant, qu'on obtenait des résultats. Donc moi je demande l'application du droit commun, mais une manière spécifique d'appliquer le droit commun. À partir de là, qu'il y ait une obligation d'aller en formation, c'est évident. Mais je considère que la mesure qui consiste à dire il faut qu'il paye à la formation, c'est totalement démagogique. Merci. Merci, mon cher collègue. Madame Assassi, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'aurais tendance à suivre ce que vient de dire notre collègue Van Dierenboom, mais voilà, moi, je ne suis pas favorable à ces deux amendements, aussi bien celui de Monsieur Mercier et Zocchetto que Madame Gillot. Et je voudrais ici simplement rappeler ce que dit la CNCDH à propos de ces contrats, et je me limiterai à lire son point de vue, puisque donc la CNCDH se pose la question de la pertinence de l'utilisation de la notion de contrat pour qualifier juridiquement le CAI. Contrairement à ce que son utilité suggère, il ne produit aucun effet de droit à l'égard des co-contractants que sont l'étranger et l'administration. Le sérieux dans le suivi de la formation n'entraîne aucun droit opposable à l'administration, pas plus que le non-respect par l'étranger des dispositions de ce contrat ne permet en pratique à l'administration de justifier un refus de titre de séjour. Et donc je voudrais aussi rappeler qu'en outre, le Conseil d'État relève que, conçu au départ comme un contrat d'information facultatif ou volontaire, le CAI est rapidement devenu obligatoire et fonctionne désormais comme un contrat déséquilibré dans ses obligations, comme un contrat injonction à l'égard des étrangers ou comme un contrat allégeance, pour reprendre la terminologie du professeur Alain Supiot. Ce type de contrat, éventuellement assimilable à un contrat d'adhésion, s'apparente fortement, je vais y arriver, à un acte unilatéral, et je vous avoue que j'aurais plutôt tendance à suivre cet avis de la CNCDH. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Catherine Tasca. Merci, Monsieur le Président. Oui, je ne reviens pas sur l'amendement qui instaure la prise en charge financière par l'étranger de ses frais de formation. Cela a été voté, donc ça ne sert à rien de revenir sur cette question. Par contre, je veux vraiment apporter tout mon soutien à l'amendement présenté par notre collègue Madame Gillot en ce qui concerne l'engagement dans une formation. Je crois que cet amendement, et d'ailleurs je salue la position prise par Monsieur Carucci sur ce problème, ça illustre parfaitement ce qui nous distingue dans le regard que nous portons sur les étrangers. L'étranger qui arrive chez nous, nous devons tout faire pour l'inciter à se mettre dans la meilleure capacité à s'intégrer, à vivre bien parmi nous, à adopter nos valeurs. Donc, le parcours de formation est un élément, pour nous, c'est une notion fondamentale. On ne peut pas exiger d'un étranger qui choisit de venir vivre chez nous qu'il ait déjà toutes les capacités, y compris toutes les capacités linguistiques. J'aimerais bien qu'on ait autant d'exigences d'ailleurs pour tous nos petits écoliers. On en est bien loin. On ne peut pas attendre ça de lui
Par contre, il est parfaitement normal de lui demander un engagement très volontaire dans un parcours, dans une évolution qui fera de lui, dans le terme le plus court possible, quelqu'un qui vivra bien parmi nous. Je le redis, il y a là véritablement entre nous, ici, un débat à avoir sur le regard que nous portons sur les étrangers. D'un côté, on accumule les mesures dissuasives, les barrages. De l'autre côté, nous devons mettre en place, et cela inclut évidemment, comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure M. Karoutchi, les moyens dédiés à ces mesures d'accompagnement. Mais en tout cas, de notre côté, ce qui nous importe, c'est d'inciter l'étranger à cheminer dans le bon sens. Merci, ma chère collègue. La parole est à M. Guerriau. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout à l'heure, quand on est sur l'amendement dit Mercier Zocchetto et qui est en fait celui de notre groupe, j'ai voulu prendre la parole, mais vous avez cru que c'était un vote et donc on a été très très vite, j'ai pas pu faire d'explication de vote. Et comme ça, on y revient finalement dans ce débat, j'ai l'impression qu'il y a une confusion. L'amendement que nous avons proposé ne dit pas qu'il y a obligation de vote, de régler et de payer la formation. Il dit qu'en fonction des ressources, il y aura un règlement. Autrement dit, on rien n'interdit la gratuité. Selon les ressources des étrangers, il y aura une contribution à leur formation, mais pas pour autant, et ce ne sera pas forcément systématique. Et cette contribution, finalement, elle est aussi liée aux situations de nos territoires. Moi, je suis sur un territoire, on a été la première ville de France, enfin, de ville de notre région à créer un CADA. On a aussi des structures associatives, on a des structures que l'on aide et qui accompagnent les personnes qui se présentent avec des formations pour compter, lire et écrire, puisqu'on a une structure qui s'appelle ainsi le Point Clé. C'est donc des possibilités offertes à nos territoires. C'était aussi de s'adapter aux situations qui sont les nôtres. Et là encore, la gratuité est tout à fait possible. Ce que nous disons, c'est que dans la mesure où il peut y avoir une contribution de la part des étrangers, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas effective. Merci, mon cher collègue. Mon cher collègue, vous avez la parole, Monsieur Bento. Madame. Merci, Monsieur le Président. J'ai le sentiment, moi, d'assister à un débat quelque peu surréaliste sur cet amendement concernant la formation, comme d'ailleurs c'était le cas sur le niveau de connaissance de la langue française. Et je voudrais en profiter pour d'ailleurs revenir sur ce sujet en vous livrant un témoignage personnel. Mon beau-père était un jeune maçon italien arrivé dans notre pays en 1945, ne parlait pas français. Il a, au fil des années, acquis la langue française, mais à la fin de sa vie, il ne savait toujours pas écrire en français. Et pourtant, il a participé à la reconstruction de la France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, il a participé à la croissance économique pendant les 30 Glorieuses. Et même s'il ne savait pas écrire la langue de Molière, il savait payer ses impôts en France. Merci, Monsieur Manable. Il n'y a plus d'explication de vote. Madame Dominique Gillot, vous avez la parole. Non, je voudrais revenir uniquement sur mon amendement, parce que là, on est reparti sur l'amendement précédent qui a été adopté, donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, moi, me semble-t-il, alors j'ai été troublée par l'avis qui a été lu par notre collègue, mais je pense que proposer à une personne étrangère qui arrive sur le sol français un contrat avec l'État, c'est la considérer comme une personne responsable, considérer sa dignité et sa volonté de s'intégrer en participant à un parcours de formation dans lequel sa liberté, sa responsabilité est engagée. Je trouve que c'est une manière de respecter la personne que de lui proposer ce contrat. Donc je plaide une nouvelle fois pour cet amendement. Merci, ma chère collègue. Donc, je vais mettre aux voix Monsieur Buffet, vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Je ne veux pas relancer le débat, c'est inutile, mais très sincèrement, nous discutons pour un problème modeste de rédaction qui ne touche pas au fond de l'objet de l'article. Sur l'objet de l'article, sur la nécessité d'avoir un travail important pour accueillir comme il faut les migrants, les former, il n'y a aucune discussion entre nous, nous sommes tous d'accord là-dessus. Simplement, on essaye de légiférer un peu
Et nous sommes tous, sur tous ces bancs, tous les jours, à dire que les textes ne sont pas assez clairs, pas assez précis, au contraire trop compliqués, qu'ils nécessitent des interprétations. En la circonstance, qu'est-ce qu'on dit? La notion de parcours en tant que telle n'apporte pas d'intérêt législatif supplémentaire par rapport à la notion de contrat qui traduit la réalité de l'engagement et de l'accord que l'on passe avec la personne qui va signer ce contrat, car ce contrat en lui-même porte tout ce parcours que l'on souhaite pour qu'elle réussisse. Voilà, c'est tout simplement de cela dont on parle. Le reste me paraît, je vous le dis très sincèrement, surabondant. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 108 rectifié bis, qui est un avis défavorable de la Commission, un avis favorable du gouvernement, qui est pour cet amendement. Je rappelle que nous sommes sur l'amendement 108 rectifié bis, avec un avis défavorable de la Commission et favorable du gouvernement, qui est pour, c'est ce que j'ai dit, qui est pour cet amendement. C'est bien l'expression exprimée par M. Carucci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Ouais, c'est ça. Qui est contre? Il est accepté. Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Nous allons passer au vote de l'article 1er. Qui est pour l'article 1er? Effectivement, explication de vote, Monsieur Desplan. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, les membres de la Commission, chers collègues. J'interviens sur cet article pour regretter tout d'abord la suppression par la Commission d'un alinéa adopté par l'Assemblée nationale selon lequel la formation dispensée dans le contrat d'intégration inclut dans les régions et départements d'outre-mer une initiation à l'histoire et à la géographie de ces territoires. La Commission a considéré que cela relevait davantage du décret d'application. L'amendement que j'avais déposé pour établir en séance cette disposition pourtant adoptée par nos collègues députés a été déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le président du Sénat. Je le regrette parce que ces territoires présentent des contextes socioculturels spécifiques et des identités propres au sein de la République. Toute démarche d'intégration sociale pour des primo-arrivants implique la maîtrise de connaissances et de codes qui leur permettront de mieux connaître le fonctionnement des sociétés ultramarines, de prendre part à la construction d'un projet commun et qui ne se limite naturellement pas au référentiel de la France hexagonale. Comme le disait notre collègue Jean-Pierre Sueur en commission, quand on s'intègre en Guyane, à Mayotte ou en Polynésie, il y a quelques spécificités à connaître. J'émets donc le vœu, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, d'être entendu par le gouvernement de qui relève le pouvoir réglementaire. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Je vais donc mettre aux voix l'article 1er. Qui est pour cet article? Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 1er est adopté. Je mets aux voix l'article 2, même vote sur l'article 2. Et nous arrivons à l'article 3 avec deux demandes de parole. Monsieur Roland Courteau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, ces articles consacrent un engagement fort du gouvernement
avec l'instauration de la carte de séjour pluriannuelle qui vise à répondre le plus concrètement possible à la problématique des étrangers installés depuis au moins un an sur notre sol. En effet, les lois votées jusqu'alors n'ont jamais solutionné le problème de la reconduction des titres de séjour et des files d'attente interminables que chacun a pu constater devant les préfectures. Cette instabilité de notre droit, cette précarité du statut sont autant de freins à une intégration réussie qui se transforme souvent en parcours du combattant. Pourquoi soumettre ces centaines de milliers d'étrangers à de multiples passages en préfecture? Je ne vois que des avantages dès lors que les conditions seront réunies à la mise en œuvre du titre de séjour pluriannuel. Voilà un gain de temps et d'énergie pour les étrangers avec moins de passages et donc moins de moments angoissants en préfecture, comme vous l'avez souligné, Monsieur le ministre. Voilà qui permettra aussi d'améliorer et de renforcer le parcours d'intégration en mettant un terme à ces titres précaires et donc à ces situations précaires. Enfin, mettre un terme à ces files d'attente en préfecture et dans certains cas à des thromboses des services face à la masse des demandeurs au guichet, c'est assurément permettre à ces préfectures d'être plus efficaces dans le domaine de la lutte contre la fraude, et ce d'autant que ces mêmes préfectures disposeront désormais de ce droit de communication et d'information dont disposent déjà les administrations fiscales et sociales. Je veux donc saluer le projet de carte de séjour pluriannuelle du gouvernement, car la stabilité du séjour est une des conditions de l'intégration. Avec le titre de séjour pluriannuel, voilà donc qui permet d'aborder la question des étrangers avec dignité, efficacité et fidélité à nos valeurs républicaines. Collègues, la parole est à Monsieur Alain Marc. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur. L'article 3 modifie l'intitulé du chapitre 3 du titre 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complétant ainsi la carte de séjour temporaire par la carte de séjour pluriannuelle, promesse de campagne du président actuel de la République. Cette carte créera un appel d'air et l'illusion que le séjour, une fois acquis la première année, est acquis pour plus longtemps, voire de manière quasi définitive. Il est à craindre le caractère quasi automatique que prend la délivrance de cette carte. Cette mesure ne tente que de régler le problème, et c'est ce que vient de dire le collègue Courteau, des queues devant les préfectures. Mon cher collègue, je vais donc mettre aux voix l'article 3. Qui est pour l'article 3? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 3 est adopté. Nous arrivons à l'article 4 avec une demande de parole de M. Alain Marc. Vous avez la parole, M. Marc, sur l'article 4. Vous avez souhaité vous exprimer. Oui, Monsieur le Président, il est important que des contingents limitatifs d'immigration soient définis et que le Parlement ait désormais le pouvoir de déterminer chaque année le nombre d'étrangers admis à s'installer durablement en France. Je suis co-signataire d'un amendement qui a pour but de pouvoir rejeter une demande de visa de long séjour ou de carte de séjour lorsque le contingent a été atteint. Mon cher collègue, et nous arrivons à l'amendement 65 qui est présenté par Madame Pruneau. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le principe général retenu aujourd'hui de l'annuité des cartes de séjour conduit à l'examen fastidieux et répétitif des conditions de séjour pendant les premières années de présence et avant l'obtention d'une carte de résident d'une durée de 10 ans. Cet examen continu et complexe réalisé par les préfectures place les ressortissants étrangers dans une situation de grande précarité. Si nous considérons avec le Défenseur des droits et les nombreuses associations de défense des droits des étrangers que seule la délivrance de la carte de résident de 10 ans permettrait de simplifier et de sécuriser le statut des ressortissants étrangers, nous sommes favorables à la généralisation d'un véritable titre pluriannuel de séjour.
Le dispositif du projet de loi prévoit que la carte de séjour pluriannuelle aura une durée de 4 ans, à l'exception d'une série de situations spécifiques comme la durée des études pour les étudiants, durée des soins pour les malades. Nous regrettons vivement cependant les multiples exceptions apportées à la durée de validité de la carte selon une approche catégorielle. Nous soulignons d'ailleurs que le rapport insistait sur la nécessité de prévoir un périmètre de mise en œuvre du titre pluriannuel le plus large possible afin que la réforme ait du sens et que ses effets soient correctement ressentis par les ressortissants étrangers. C'est pourquoi nous vous proposons, avec cet amendement, de réaffirmer clairement le principe d'une durée de validité de 4 ans de la carte de séjour pluriannuelle. Je vous remercie. Mes chers collègues, quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur? Oui, c'est un avis défavorable puisqu'il y a des cas dans lesquels la durée de 4 ans de principe n'est pas possible. L'exemple le plus flagrant est celui des étudiants où la carte pluriannuelle est possible, mais à partir du master pour les étudiants. Donc voilà, c'est un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 65 qui fait l'objet de 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous arrivons à l'amendement 146 présenté par Madame Gillot. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cet amendement vise à rétablir une disposition qui précise les conditions de passage du visa long séjour ou de la carte de séjour temporaire vers un titre pluriannuel ou une carte de résident. Parce qu'on a tous constaté que la complexité des parcours administratifs, le caractère souvent dégradé des conditions d'accueil entraînent des sentiments très difficiles pour les ressortissants étrangers qui sont obligés à se présenter de manière répétée en préfecture. Cela n'est pas de nature à améliorer ni la productivité de l'administration préfectorale, ni l'image de l'administration préfectorale au-delà de la République. C'est pourquoi, par cet amendement, je voudrais clarifier la progression du parcours de l'étranger pour plus de simplification, et ça me semble être dans l'esprit du présent texte de loi. Merci, ma chère collègue. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur? Oui, l'avis de la Commission est défavorable. La disposition a été supprimée par la Commission car elle a été jugée redondante par rapport aux dispositions des articles L313-17, L314-8 et L314-12 du CESEDA qui expliquent déjà très clairement comment passer d'une carte de séjour temporaire à un titre pluriannuel, puis à une carte de résident. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Oui, Madame la sénatrice, en proposant cet amendement, vous rétablissez la rédaction de l'Assemblée nationale qui nous paraissait beaucoup plus conforme à ce qu'est l'esprit du texte présenté par le gouvernement. Donc nous sommes favorables à cet amendement. Merci, monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 146 avec un avis défavorable de la Commission, favorable du gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre cet amendement? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 3 rectifié terre. C'est M. Carucci qui le présente. Vous avez la parole, mon cher collègue. Sauf erreur de ma part, Monsieur le Président, le 3 terre et le 2 terre tombent. Ah si, bah si, bah si, s'il n'y a pas de plafond, je ne vois pas comment je peux dire que les visas qui sont au-dessus du plafond ne sont pas accordés. Donc le 3 terre et le 2 terre tombent, je le regrette infiniment. Merci. Donc nous passons maintenant à 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 44 rectifié bis qui est présenté par Monsieur Lecomte. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement entend sécuriser juridiquement le traitement des demandes de visa en vue de célébrer un mariage civil franco-étranger sur le territoire français en calquant et assimilant son régime sur celui des visas long séjour accordés aux couples franco-étrangers ayant déjà célébré leur union. Non explicitement prévues par la loi, les conditions d'obtention
et de refus de visa en vue de la célébration d'un mariage franco-étranger en France font en effet l'objet de pratiques consulaires très disparates. Lorsqu'un couple franco-étranger souhaite se marier en France, le futur conjoint étranger est contraint de solliciter un visa court séjour de droit commun, Schengen, dont la délivrance est subordonnée à des conditions de ressources financières et à des garanties de retour. Le cas échéant, il est fréquent que le consulat exige la production de certificats de publication de ban, d'un certificat de non-opposition à mariage, de preuves de l'ancienneté de la relation ou de la réalité concrète du projet de mariage. Or, exiger de telles conditions pour un visa court séjour apparaît excessif et portant atteinte au droit à mener une vie privée et familiale, tel que le dit l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En outre, les motifs de refus n'étant pas également encadrés, ils sont souvent stéréotypés, formulaire Schengen, peu explicites et reposent sur la satisfaction de conditions matérielles ou sur l'appréciation du passé migratoire du futur conjoint étranger, alors même que, comme l'a rappelé le Conseil d'État, il s'agit d'apprécier l'existence d'un projet d'union sur le territoire français. Conseil d'État statuant en référé Liberté le 9 juillet 2014. Cette situation entraîne par ailleurs une différence de traitement et une inégalité quant aux démarches administratives à accomplir pour les ressortissants français souhaitant se marier avec une personne étrangère selon que cette dernière est astreinte ou non à présenter un visa lors de son entrée en France. Par ailleurs, un certain nombre d'États interdisent le mariage entre personnes de même sexe, voire le pénalisent. C'est la raison pour laquelle la loi du 17 mai 2013 a prévu que les couples franco-étrangers de même sexe pourraient se marier dans la commune française de leur choix. Or, aucun dispositif n'a été finalement mis en place pour que le futur conjoint étranger puisse effectivement entrer sur le territoire. Par conséquent, afin de rendre le droit à la vie privée et familiale pleinement effectif pour les futurs époux dont l'un d'eux est de nationalité étrangère, il est nécessaire de mettre en place de façon sécurisée la délivrance d'un visa long séjour en vue du mariage en France et de leur éventuel établissement pour les couples qui le souhaitent. Cet amendement permettra de prémunir les demandeurs de suspicion et de détournement de visa court séjour lorsque l'intéressé informe les autorités de sa relation affective. Il évitera aussi aux conjoints étrangers le passage contraint en situation d'irrégularité quant au droit au séjour en France, ce qui le précarise, ou le retour dans son pays d'origine entraînant une séparation forcée afin de solliciter ensuite un visa d'installation. Et il pourra enfin prétendre à un titre de séjour lorsque le couple souhaite mener sa vie privée et familiale sur notre territoire. Enfin, par cohérence, cet amendement rétablit l'obtention de plein droit du visa de long séjour aux conjoints de Français qui a été supprimé par la commission des lois du Sénat pour l'étendre aussi aux futurs conjoints. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Oui, alors sur les deux amendements qui sont en discussion commune, on est sur le 44 et le 127. L'amendement 44 qui prévoit la délivrance d'un visa de long séjour pour les futurs conjoints de Français de façon automatique rendrait évidemment plus difficile la lutte contre la fraude et contre les mariages de complaisance. En effet, en la circonstance, il suffirait de déclarer son intention de se marier avec un Français pour avoir un visa de long séjour, rentrer ainsi sur le territoire et bénéficier d'un droit au séjour d'1 an. Donc il est bien évident que cela n'est pas possible. Et puis, je crois plutôt que cet amendement est révélateur d'une difficulté et d'un dysfonctionnement dans les consulats, mais ça relève plutôt des bonnes pratiques administratives. Donc c'est un avis défavorable pour ce premier amendement. Et en ce qui concerne l'amendement 127, l'article L2... Pardon, excusez-moi. Oui, j'étais sur le 44, excusez-moi. Et il n'a pas été défendu, donc c'est... Demander de présenter l'article 127 à M. Kaltenbach. Effectivement, ils étaient en discussion commune et je m'excuse auprès de vous, Monsieur le rapporteur. Monsieur Kaltenbach, vous avez la parole. Monsieur le Président, l'amendement 127 précise qu'il faut ajouter à l'alinéa 16 de l'article 4 la phrase ainsi rédigée « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ». Cet amendement vise à rétablir un alinéa supprimé par la Commission des lois qui prévoyait la délivrance de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues à l'article L211-2-1 du CESEDA. En commission, nous avons eu un long débat et, selon le rapporteur, cette disposition reviendrait à obérer tout pouvoir d'appréciation des autorités diplomatiques et consulaires. Pourtant, mon amendement précise bien que cette délivrance de plein droit est possible dans les conditions prévues au présent article, lequel indique que ce visa peut être refusé en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. L'argument qui consiste à laisser penser que les autorités seraient liées sans marge d'appréciation est donc infondé. Et si nous faisons cet amendement, c'est parce qu'il convient de rétablir cette disposition qui sécurise la situation des conjoints de Français.
J'ai cru comprendre que sur certains bancs, certains voyaient d'un mauvais œil les mariages entre des Français et des étrangers et souhaitaient mettre des bâtons dans les roues. Nous pensons qu'un Français qui souhaite épouser un étranger doit pouvoir disposer pour son conjoint d'un visa de long séjour de manière claire et précise. Et donc nous souhaitons sécuriser la situation des conjoints français avec cet amendement. Merci, mon cher collègue. Donc, monsieur le rapporteur, vous avez donné un avis sur le premier amendement qui était en discussion commune avec le 127. L'avis est le même sur le 127, c'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, tout à fait, pour des raisons différentes, naturellement, mais je vous prie de m'excuser, mais l'usage était qu'habituellement on donnait un avis unique une fois que la présentation de tous les amendements en discussion commune était faite. C'est pour ça, je vous prie de m'excuser, mais si la règle change, je vais m'adapter. L'amendement 127, oui, avis défavorable, parce que l'article 211-2-1 du CESEDA dispose déjà que ce visa ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Il nous paraît donc inutile, voire parfois même contradictoire, de rajouter la notion de plein droit. En prévoyant par ailleurs des exceptions, le CESEDA laisse bien un pouvoir d'appréciation aux autorités diplomatiques et consulaires d'accorder ou de refuser le visa. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre, sur ces deux amendements en discussion commune, le 44 rectifié bis et le 127? Monsieur le Président, sur l'amendement numéro 44, le gouvernement est défavorable. Le gouvernement est bien entendu très attentif aux mesures qui concourent à faciliter l'entrée et le séjour des conjoints de Français pour participer à la réussite de leur installation en France. C'est la raison pour laquelle le conjoint de Français bénéficie de la délivrance de plein droit du visa de long séjour au terme de l'article 4 du projet de loi. Le bénéfice du visa de long séjour de plein droit repose d'ailleurs sur le droit au respect de la vie privée familiale découlant du mariage. En revanche, la seule déclaration d'intention ne saurait permettre de bénéficier de ce dispositif. Aucun obstacle n'est d'ailleurs fait à un futur conjoint désireux de se marier à un ressortissant français. Et des instructions ont par ailleurs été données aux postes consulaires en vue de faciliter la délivrance de tels visas lorsque le pays où réside l'étranger qui souhaite épouser un Français ne connaît pas le mariage entre personnes de même sexe. Par conséquent, l'extension du bénéfice d'un visa long séjour de plein droit que vous proposez au bénéfice du futur conjoint n'est ni nécessaire ni justifié. Le gouvernement est défavorable à cet amendement. Pour ce qui concerne l'amendement numéro 127, cet amendement est un amendement qui entend rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Contrairement à ce qui a d'ailleurs été estimé par la Commission des lois, cette délivrance de plein droit ne priverait pas l'autorité de délivrance de son pouvoir d'appréciation. La délivrance du visa est en effet subordonnée à la satisfaction des conditions prévues par la loi, absence de fraude, d'annulation du mariage, de menaces à l'ordre public. Le texte adopté par l'Assemblée nationale avec l'approbation du gouvernement permet donc de procéder à toutes les vérifications nécessaires. La délivrance de plein droit d'un visa de long séjour au conjoint de Français répondant à ces conditions est donc, selon nous, légitime. Par conséquent, le gouvernement est favorable à cet amendement. Merci, monsieur le ministre. Donc, je vais mettre aux voix. Monsieur Colomba, vous avez la parole. Alors, je voudrais dire que je voterai ces deux amendements parce que l'intérêt de ce texte, c'est de tenter de simplifier un paysage législatif qui est quand même très compliqué, une casuistique très compliquée. Et donc, pour moi, en tout cas, tout ce qui va dans le sens d'une simplification, d'une sécurisation, va dans le bon sens, et d'autant plus que tout cela ne porte pas sur des flux importants. Donc, je crois que multiplier les filières, les conditions, enfin, etc., c'est à court terme tout à fait contre-productif. Voilà pour les débats des sénateurs. C'était hier après-midi dans l'hémicycle à propos du projet de loi relatif aux droits des étrangers. Un texte que les sénateurs ont considérablement durci. Et vous avez pu le voir hier après-midi, ils ont décidé que le Parlement pouvait, à l'occasion d'un débat tous les 3 ans, décider d'un plafond, d'un nombre maximal d'étrangers que la France peut accueillir. Cette disposition vise avant tout l'immigration économique. Elle vise également les étudiants. En revanche, le droit d'asile, même s'il était dans toutes les têtes en raison de la crise migratoire actuelle, n'est pas du tout prise en compte par cette disposition pour des raisons constitutionnelles.
Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 15 h pour Sénat 360. On reviendra d'ailleurs à cette occasion sur le droit des étrangers qui est toujours en discussion dans l'hémicycle. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.